Ton âme connaît déjà le chemin. Première partie. Quelle est cette décision que tu portes en ce moment et que tu n'arrives ni à prendre ni à abandonner? Réfléchis sérieusement. Pas une réponse vague, une réponse précise. Parce qu'il y en a une, et au fond, on le sait. Tu y penses peut-être tous les matins en te réveillant. Tu y as peut-être pensé au moment où tu as lancé cette vidéo. C'est une décision sur ta vie de couple, sur ton travail, sur un lieu, sur une personne, sur quelque chose qu'on devrait dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Et on n'arrive pas à trancher parce que la tête nous donne des arguments dans les deux sens, à parts égales, en permanence. Et pourtant, à un endroit en nous, plus profond, plus calme, on sait déjà. On sait ce qu'on devrait faire. On le sait depuis longtemps. Et on refuse simplement de l'écouter parce que la réponse qu'on connaît déjà est dérangeante ou coûteuse ou compliquée ou parce qu'elle va heurter quelqu'un qu'on aime. Je pense qu'on a tous ça en nous. Cette part de soi qui sait et qu'on fait semblant d'avoir oublié. Et si c'était ça, en fait, la chose la plus importante à apprendre dans une vie? Pas accumuler de la connaissance, pas réussir, pas accomplir. Apprendre à écouter cette voix-là, qu'on étouffe depuis l'enfance et qui pourtant ne s'est jamais tue. Cette part de nous qui sait avant qu'on sache, qui voit le piège quand la tête voit l'opportunité, qui reconnaît la bonne personne avant même qu'on ait entendu sa voix. C'est ce que les anciens appelaient l'âme. Et attention, je dis l'âme, mais pas au sens religieux du terme, pas comme une chose qui s'envole quand on meurt. Je parle de l'âme dans le sens de cette zone profonde au milieu de nous qui dispose d'une information que la conscience n'a pas et qui nous parle en permanence, dans le seul langage qu'elle maîtrise vraiment, qui est celui des évidences silencieuses et des résistances inexpliquées. Avant d'aller plus loin, je voudrais te dire quelque chose qui me semble important. Tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, je n'en détiens aucune preuve. Personne n'en détient. L'idée que l'âme connaît un chemin, qu'elle te parle, qu'elle t'oriente, c'est une lecture du monde parmi d'autres. On peut tout expliquer autrement. On peut tout réduire à de la chimie cérébrale, à des biais cognitifs, à des projections inconscientes. Cette lecture-là existe aussi, et je trouve qu'elle est défendable. Je ne vais pas faire semblant du contraire. Mais voilà ce qui me touche. Et je te le partage en sachant très bien que je peux me tromper. Quand je regarde ma vie, quand je regarde celle des gens autour de moi, quand je lis les biographies des grands esprits du passé, je vois en permanence ce même phénomène qui revient. Une part en nous qui sait avant que la raison sache, qui guide sans expliquer, qui choisit parfois mieux que ce qu'on aurait choisi nous-mêmes. Donc je n'arrive pas, honnêtement, à croire que c'est juste un hasard ou juste de la chimie. Et je préfère, de loin, l'idée que quelque chose en nous parle. Simplement parce que c'est plus beau. Et que ce qui est beau, je crois, finit toujours par être vrai d'une façon ou d'une autre. Voilà mon avis. Tu n'es pas obligé de le partager. C'est justement ça qui le rend précieux. Le fait qu'on puisse choisir d'y croire ou pas. Si tu veux bien me suivre dans cette lecture pour les 30 prochaines minutes, je pense qu'on va voir ensemble des choses qui valent le détour. Aujourd'hui donc, on va regarder comment ton âme connaît le chemin. Pas le chemin métaphorique, le chemin concret. Les décisions que tu prends, les portes que tu ouvres, les rencontres que tu honores. Et comment cette part de toi sait, parfois avec des années d'avance, ce qui est juste pour toi et ce qui va te faire dévier. Je vais te raconter des histoires, pas pour décorer ni pour faire joli, parce que je trouve que ce sujet, on ne peut pas vraiment l'aborder dans l'abstrait. Donc on va passer par des vies concrètes, des vies de gens qui ont écouté cette chose en eux quand tout autour les en dissuadait. Et on va voir, à travers ces vies, comment ça parle,
Par où ça passe? Comment on s'aperçoit qu'on entend ou pas? La première de ces histoires se passe à Paris, en 1789. Mais elle commence avec un livre que personne n'avait ouvert depuis longtemps. Sophie Germain naît à Paris le 1er avril 1776, dans une famille bourgeoise plutôt aisée. Son père est marchand de soie et homme politique modéré. La famille habite une grande maison rue Saint-Denis. Quand Sophie a 13 ans, la Révolution française éclate. Les rues deviennent dangereuses. Ses parents lui interdisent de sortir. Elle se retrouve enfermée chez elle pendant des mois. Pour s'occuper, elle commence à explorer la bibliothèque de son père. Et un jour, sur une étagère haute, elle tombe sur un livre relié en cuir sombre. C'est un ouvrage de Jean-Étienne Montuclat qui s'appelle « Histoire des mathématiques ». Elle l'ouvre par hasard et tombe sur le récit de la mort d'Archimède. Le récit raconte que, pendant le siège de Syracuse, en 212 avant notre ère, Archimède, le grand mathématicien grec, était en train de tracer des figures géométriques dans le sable de sa cour. Un soldat romain est entré dans la maison. Archimède, absorbé dans son problème, lui a dit « Ne dérange pas mes cercles ». Le soldat l'a tué sur place. Sophie referme le livre. Elle a 13 ans et elle vient de comprendre quelque chose qu'elle n'arrive pas à formuler. Si un homme a pu être à ce point absorbé par les mathématiques qu'il a préféré mourir plutôt qu'interrompre son raisonnement, alors les mathématiques contiennent quelque chose qui mérite qu'on lui donne sa vie. Elle veut savoir quoi. Elle se met à lire tous les livres de mathématiques qu'elle trouve dans la bibliothèque. Ses parents s'en aperçoivent et lui interdisent. À l'époque, les mathématiques sont jugées dangereuses pour le cerveau des jeunes filles. On dit que ça les rend folles, stériles, hystériques. Le père de Sophie, sincèrement inquiet pour sa fille, lui confisque ses livres. Sophie en cache d'autres sous son matelas. Le père les trouve. Il lui confisque les bougies pour qu'elle ne puisse pas lire la nuit. Sophie cache d'autres bougies. Il fait enlever le feu de sa chambre pour qu'elle gèle si elle reste éveillée. Sophie s'enroule dans des couvertures et continue à étudier dans le froid. Un matin d'hiver, sa mère entre dans sa chambre et la trouve endormie sur sa table de travail, la tête posée sur un livre d'algèbre. La plume est tombée de sa main. L'encre dans l'encrier a gelé. Sophie tremble de froid sous une fine couverture. La mère réveille le père, et le père, en voyant sa fille comme ça, comprend quelque chose. Il comprend qu'il n'a pas affaire à un caprice d'adolescente. Il a affaire à quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Il la laisse étudier. 20 ans plus tard, Sophie Germain correspond avec Carl Friedrich Gauss, qui est le plus grand mathématicien d'Europe. Mais comme elle est une femme, elle signe ses lettres du pseudonyme masculin Monsieur Leblanc. Gauss lui répond, impressionné par son intelligence, croyant écrire à un jeune homme. Quand Sophie révèle qu'elle est une femme, Gauss lui écrit une lettre qui dit en substance « Vous avez prouvé que le génie n'a pas de sexe ». Sophie Germain finira par démontrer le dernier théorème de Fermat pour une infinité de cas. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des grandes mathématiciennes de l'histoire. Maintenant, regarde cette histoire. À 13 ans, dans le Paris révolutionnaire, une fille tombe par hasard sur un livre. Elle lit un récit et quelque chose en elle bascule. Aucune logique rationnelle ne peut expliquer ce qui se passe à cet instant. À l'époque, franchement, les mathématiques n'ouvrent aucune porte sociale à une femme. Tu peux retourner le problème dans tous les sens, il n'y a aucune raison pour que Sophie Germain s'accroche à ça. Et pourtant, elle s'accroche. Quelque chose de plus profond que la raison a reconnu son chemin. Et c'était si fort qu'aucune privation, aucune interdiction, aucun froid n'a pu l'éteindre. Je trouve ça vertigineux quand j'y pense. Une enfant de 13 ans, dans une chambre glaciale du Paris révolutionnaire, qui tremble sous une fine couverture parce que son père a fait enlever le feu et qui pourtant continue. Pas pour réussir, pas pour la gloire,
pas pour faire taire personne, parce qu'au fond d'elle, à une profondeur que les mots peinent à atteindre, quelque chose savait. Quelque chose disait « c'est là, c'est ton chemin. Peu importe le froid, tu dois aller voir. » Et cette enfant qui tremble, 200 ans plus tard, est encore vivante dans nos manuels. Pas parce qu'elle a forcé, parce qu'elle a écouté. Et si c'était ça, cette voix qui parle en nous, depuis si longtemps, et qu'on a appris à étouffer pour pouvoir avancer dans le monde tel qu'il est? Je pense vraiment qu'on a tous une Sophie Germain à l'intérieur. Pas dans le sens où on serait tous des génies mathématiques en puissance, ce serait absurde. Mais dans le sens où chacun de nous a quelque part une reconnaissance silencieuse qui n'attend que de pouvoir s'exprimer. Pour certains, c'est un art, pour d'autres, c'est un lieu, pour d'autres, une personne, pour d'autres, une cause. Quelque chose qui nous appartient en propre et que personne d'autre ne pourra jamais déposer dans le monde à notre place. C'est ça, le pouvoir de cette voix qu'on a en nous. Elle peut faire tenir une jeune fille toute une vie dans le froid, contre toute sa famille, contre toute la société de son époque. Elle peut faire tenir n'importe qui dans des conditions qu'aucune raison ne tiendrait. Pas par entêtement, par fidélité à quelque chose qu'on a reconnu et qu'on ne peut plus oublier. Notre âme, donc, elle ne nous propose pas un chemin comme on nous proposerait un menu au restaurant. Elle nous le révèle à travers des reconnaissances, c'est-à-dire qu'on tombe sur quelque chose, un livre, une personne, un lieu, une situation, et soudain ça résonne en nous avec une force que rien d'extérieur ne justifie. Et cette reconnaissance, une fois qu'elle a eu lieu, on peut difficilement l'effacer. On peut résister, on peut faire semblant d'avoir oublié, on peut suivre la route que tout le monde nous désigne pendant des années. Mais quelque part en nous, quelque chose continue à savoir et à attendre patiemment qu'on revienne. Maintenant, je voudrais qu'on regarde un phénomène qui se passe chaque automne dans le ciel d'Amérique du Nord et qui est probablement la chose la plus mystérieuse que la biologie connaisse aujourd'hui. Au Canada, vers la fin du mois d'août, un papillon orange et noir naît dans la végétation. Il s'appelle le monarque. Il pèse 1 demi-gramme. Il vient de sortir d'une chrysalide. Il n'a jamais vu le ciel, il ne connaît rien du monde. Et pourtant, dans les premiers jours de septembre, ce papillon prend son envol et il se dirige droit vers le sud. Et pas vers n'importe où, vers un endroit précis, un endroit qu'il ne connaît pas, dont ses parents ne lui ont rien dit, parce que ses parents sont morts depuis longtemps. Il vole vers une forêt particulière de sapins, au Mexique, dans une montagne précise de l'État du Michoacán. Sa destination est si exacte qu'il arrivera après 4000 km de vol sur les mêmes arbres précis que ses arrière-grands-parents ont occupés 8 générations plus tôt. Parce que c'est ça qui est invraisemblable. Le voyage du monarque s'étend sur 4 générations. Aucun papillon ne fait le trajet entier. Les uns naissent au Canada, volent jusqu'au Mexique, hibernent là-bas, repartent au printemps, pondent leurs œufs en chemin et meurent. La génération suivante naît sur la route, continue le voyage, pond et meurt à son tour. Et après 4 relais de générations différentes, des papillons qui n'ont jamais vu le Mexique reviennent sur les mêmes arbres exacts où leurs ancêtres se posaient. Les biologistes ont passé des décennies à essayer de comprendre comment c'est possible. Ils ont trouvé que les monarques utilisent une combinaison de 3 choses. Une boussole solaire qui leur permet de garder le cap selon la position du Soleil, une horloge interne qui compense la rotation de la Terre et une perception magnétique qui leur fait sentir les lignes du champ magnétique terrestre. 3 systèmes intégrés dans une boîte crânienne qui fait la taille d'une tête d'épingle. Mais la question vraie reste sans réponse. Comment ce papillon qui n'a aucune mémoire de ses ancêtres sait que c'est précisément cette forêt-là et pas une autre qu'il doit rejoindre? Comment l'information de la destination est transmise à travers 4 générations sans aucun apprentissage possible? Les chercheurs honnêtes finissent par dire qu'ils ne savent pas. Ils décrivent ce qui se passe, mais ils ne savent pas ce qui se passe vraiment.
Quelque chose dans le monarque connaît un lieu où il n'est jamais allé et le rejoint avec une précision que nos technologies peinent à reproduire. Et si c'était ça, en fait, qu'on portait nous aussi? Une boussole intérieure aussi précise que celle du monarque, qui pointe en permanence vers une direction très précise. On ne peut pas l'expliquer rationnellement parce qu'elle ne fonctionne pas par les voies rationnelles. Mais elle est là. Et je pense qu'elle parle plus souvent qu'on ne le croit. Notre vrai travail, notre vraie tâche dans cette vie, c'est peut-être juste d'écouter cette pointe magnétique invisible. De ne pas la couvrir sous des analyses, des conseils de l'entourage, des projections de ce qui devrait être notre chemin selon la société. Ce monarque en nous sait, il a toujours su. Si la nature peut faire ça avec un papillon d'un demi-gramme, qu'elle peut lui donner cette précision invraisemblable de retrouver une forêt qu'il n'a jamais vue, alors qu'est-ce qu'elle a déposé en nous, qui pesons 40 000 fois plus, qui avons une conscience, qui avons une histoire, qui pouvons écouter? Imagine ne serait-ce qu'une seconde l'ampleur de ce qui est inscrit en nous. Pas en métaphore, concrètement. Comme un savoir dont on dispose sans le savoir, prêt à se déployer quand on lui donne le silence pour parler. C'est étonnamment difficile d'ailleurs de lui faire confiance, parce que tout dans notre éducation nous a appris l'inverse. Mais bon, on en reparlera. Dans les années 1980, un chercheur américain qui s'appelle Gary Klein commence à étudier comment les experts prennent leurs décisions. Klein n'est pas un universitaire pur, il est psychologue appliqué, il travaille pour le gouvernement, pour les pompiers, pour les militaires, et il s'intéresse à une question précise. Comment des gens prennent des décisions justes en quelques secondes dans des situations où ils n'ont pas le temps d'analyser. Klein passe des années à interviewer des pompiers professionnels après des interventions. Et un jour, il rencontre un chef de section qui lui raconte une histoire qui va changer toute sa recherche. Le chef décrit une intervention dans une maison qui brûle. Le feu semble venir de la cuisine. Lui et son équipe entrent par le salon, ils dirigent leur lance vers la cuisine. Le feu ne baisse pas. C'est étrange. Le feu devrait reculer sous la pression de l'eau, mais il reste à la même intensité. Le chef de section ressent un malaise. Il ne sait pas quoi. Il regarde autour de lui. Le salon est étrangement calme. Pas de fumée, pas de chaleur excessive, juste ce malaise qui monte. Et soudain, sans pouvoir l'expliquer à personne, il crie à son équipe « Sortez tous, immédiatement, sortez !» L'équipe sort en courant. Quelques secondes après leur sortie, le plancher du salon s'effondre. Le feu venait du sous-sol, pas de la cuisine. Toute l'équipe serait morte si le chef avait hésité encore 10 secondes. Klein demande au chef comment il a su. Le chef répond « Je ne sais pas, c'était juste mon instinct. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. » Klein continue de le questionner. Et lentement, en décortiquant ce que le chef a perçu, ils découvrent ensemble que son cerveau, en arrière-plan, avait enregistré plusieurs anomalies. Le feu qui ne baisse pas sous la lance, le silence du salon, l'absence de chaleur en haut, une chaleur étrange sous les pieds. Toutes ces informations, son inconscient les avait combinées en une fraction de seconde pour produire un signal d'alarme. Un signal qu'il a ressenti comme un malaise inexplicable. Un signal qu'il a écouté. Klein va passer le reste de sa carrière à démontrer que l'intuition experte n'a rien de mystérieux dans son fonctionnement biologique. C'est de la reconnaissance de patterns ultra rapides. Mais la conclusion philosophique de ces recherches est troublante. Ceux qui ignorent ce type de signal, qui exigent une explication rationnelle avant d'agir, ces gens-là prennent souvent des décisions plus mauvaises que ceux qui écoutent leur malaise. Henri Bergson, à sa façon, avait déjà décrit ça un siècle plus tôt. Il distinguait la connaissance par analyse
qui prend du temps et qui procède par étapes, et la connaissance par intuition, qui arrive en une seconde et qui saisit l'ensemble. Bergson disait que les deux sont nécessaires, mais que la civilisation moderne a privilégié l'analyse au détriment de l'intuition, et que cela nous appauvrit énormément. Bergson a reçu le prix Nobel de littérature en 1927. C'était l'un des philosophes les plus respectés de son temps. Et il disait que nous portons en nous une faculté de connaissance directe que nous avons dressée à se taire. Notre âme, donc, c'est cette faculté. Et elle nous parle exactement comme le chef de section dans la maison qui brûlait. Elle ne nous donne pas les raisons, elle nous donne le malaise, ou son contraire qui est l'évidence calme. Et c'est à nous d'apprendre à reconnaître ce langage avant d'avoir compris pourquoi. Bon, je sais, ça paraît contre-intuitif. Tout notre système éducatif nous apprend à exiger des raisons avant d'agir. Mais le truc, c'est que dans certaines situations, le moment où les raisons arrivent, c'est déjà trop tard. Le chef de section avait 10 secondes. Il n'avait pas le temps d'analyser. Il avait juste le temps d'écouter ce qui n'avait pas de mots. 10 secondes. C'est tout ce qu'il y a parfois entre toute une équipe vivante et toute une équipe morte. 10 secondes pendant lesquelles aucune raison ne peut être formulée, aucun argument ne peut être pesé. Et dans ces 10 secondes, quelque chose en cet homme a pris la parole et a sauvé 6 vies humaines. 6 vies qui ont continué après. 6 familles qui ont continué à exister parce qu'un homme a écouté une voix qui n'avait pas de mots. C'est immense quand on y pense. Et je me dis que cette même voix, elle nous parle aussi, à nous, tous les jours. Pas dans des incendies, heureusement, dans des choses plus discrètes. Mais elle parle. Et la seule question, au fond, c'est est-ce qu'on l'écoute ? Bon, maintenant je vais te raconter quelque chose de personnel, et c'est la première fois que je le raconte ici. Je ne sais pas trop pourquoi je le raconte maintenant, en fait. Peut-être parce que cette vidéo me semble être le bon endroit. Donc voilà. Il y a quelques années, j'étais à un moment de ma vie où je devais signer un contrat important. Pas un truc anodin, quelque chose qui aurait engagé 2 ans de mon temps et probablement davantage. Je ne vais pas te donner les détails parce qu'ils ne sont pas le sujet. Mais le contexte était simple. Tout le monde autour de moi disait « fonce ». Mes proches, mon entourage professionnel, les chiffres sur le papier. La proposition était objectivement bonne, solide, sérieuse, légitime. On continue. Je me souviens du matin où je devais signer. Il faisait beau. La fenêtre de ma cuisine était ouverte. J'entendais un voisin qui appelait son chien dans la rue, un certain Yago, si je me souviens bien. Je m'étais préparé un café, je l'avais posé sur la table à côté du contrat. J'avais sorti mon stylo. Je m'assoyais, et au moment d'écrire mon nom sur la première ligne, je me suis arrêté. Pas une grande hésitation, juste une seconde de trop. Une seconde pendant laquelle quelque chose en moi, sans s'expliquer, a refusé d'avancer. J'ai regardé le contrat, j'ai posé le stylo. Et j'ai senti, sans pouvoir expliquer, que je ne devais pas signer. Pas ce jour-là, peut-être jamais. Quelque chose en moi, profondément, refusait. Et ce refus n'avait pas de mots. Il avait juste cette qualité étrange d'évidence calme, une certitude tranquille qui ne discutait pas, et une envie pressante d'aller marcher dehors. J'ai mis le contrat dans un tiroir, je suis sorti. J'ai marché pendant 2 heures, sans destination. Quand je suis rentré, j'ai écrit un message à la personne qui m'avait proposé le contrat. Je lui ai dit que je ne signerais pas. Je n'ai pas su lui expliquer pourquoi, j'ai juste dit que je sentais que ce n'était pas pour moi. Elle a été surprise, déçue, un peu en colère. Mes proches m'ont dit que j'étais fou. Pendant des semaines, on m'a demandé de m'expliquer, je n'y arrivais pas. 6 mois plus tard, la personne qui m'avait proposé le contrat a été inculpée. Pas pour le projet qu'elle m'avait proposé, pour autre chose, une affaire ancienne qui remontait à la surface.
Mais tous ses partenaires actuels ont été éclaboussés. Plusieurs personnes que je connais et qui avaient signé ont perdu de l'argent, du temps et leur tranquillité d'esprit pour des années. Moi, j'étais dans mon tiroir. Je ne raconte pas ça pour me donner raison. Sincèrement, je trouve même un peu embarrassant de raconter cette histoire à voix haute. Je la raconte parce que je suis sûr aujourd'hui que c'est pas moi qui ai fait le bon choix ce matin-là. C'est quelque chose en moi qui a refusé. Une part de moi qui avait des informations dont je ne disposais pas, qui voyait ce que ma raison ne voyait pas et qui m'a parlé par une retenue silencieuse, par une évidence sans mots, par cette envie soudaine d'aller marcher dehors plutôt que de signer. Et tu sais, ce qui me touche le plus dans cette histoire, ce n'est pas que j'ai eu raison. C'est que pour une fois, j'ai écouté. Pour une fois, je n'ai pas balayé. Pour une fois, j'ai eu la grâce de prendre cette retenue au sérieux. Et grâce à cette seule fois, j'ai dormi tranquille les nuits suivantes. C'est peut-être ça, au fond, qu'on peut souhaiter de plus précieux à quelqu'un. Pas la réussite, pas la gloire. Dormir tranquille. Et le matin, en se levant, reconnaître que quelque chose en soi a tenu la main pendant qu'on prenait des décisions plus grandes que soi. Maintenant, je voudrais m'arrêter une seconde. Parce qu'il faut que je te dise quelque chose. Si tu es encore là, à cette minute de la vidéo, ça veut dire quelque chose. La plupart des gens, à cette heure-ci, ils ont déjà scrollé ailleurs, ils ont déjà cliqué sur autre chose, ils sont déjà ailleurs dans leur tête. Toi, tu es resté. Tu as ouvert ton attention pendant tout ce temps. Et ce n'est vraiment pas rien à notre époque. C'est même devenu rare. Donc je voudrais te remercier. Pas pour la chaîne, pas pour les vues, pour toi. Parce que cette qualité d'attention que tu as en ce moment, c'est exactement le terrain où ton âme peut commencer à se faire entendre. C'est précisément là, dans cette écoute lente, que les voix discrètes deviennent audibles. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont l'âme nous parle. Elle nous dit oui ou non, mais elle ne nous montre jamais la route entière. Elle nous donne le prochain pas, jamais le 50e. Pourquoi? Tu connais Joseph Campbell? Ce mythologue américain mort en 1987, il a passé 40 ans de sa vie à étudier les récits initiatiques de toutes les cultures du monde. Il voulait savoir si les histoires que se racontent les humains à travers les continents et les siècles partagent une structure profonde. Et il a fini par identifier ce qu'il a appelé le monomythe, ou voyage du héros, qui revient partout, en Afrique, en Amérique précolombienne, en Inde, dans les sagas nordiques, dans les évangiles, dans les contes des 1001 nuits. Partout, la même architecture profonde. Et un détail revient dans toutes ces histoires, sans exception. Le héros ne sait jamais où il va au début. Il reçoit un appel, parfois sous forme de rêve, parfois sous forme d'un inconnu qui frappe à sa porte, parfois sous forme d'un événement qui le force à quitter sa vie ordinaire, mais cet appel ne lui révèle jamais la destination. Il lui dit juste « lève-toi et pars ». Campbell se demandait pourquoi. Pourquoi cette amnésie systématique? Pourquoi le héros ne reçoit pas la carte? Et il a fini par comprendre. Si le héros savait dès le départ ce qui l'attendait, il ne partirait pas. Soit parce que ça lui paraîtrait trop dur et il refuserait, soit parce qu'il croirait connaître la destination et il chercherait à y arriver par un raccourci en évitant les épreuves qui font de lui le héros. Donc, le chemin doit rester caché. Le brouillard est obligatoire. Parce que ce qui compte, c'est la traversée et pas l'arrivée. Et la traversée ne peut s'accomplir que dans l'ignorance de ce qu'elle va produire. Ton âme fonctionne pareil. Elle te cache la destination par bienveillance. Si elle te montrait maintenant où tu seras dans 10 ans, soit ça te paralyserait, soit ça te ferait dévier. Elle te livre donc seulement ce qu'il faut pour le prochain pas. Et ce prochain pas suffit à condition que tu le fasses. C'est presque enfantin quand tu y penses. Comme un parent qui tient la main d'un enfant dans le noir et qui ne lui dit pas combien il reste de mètres avant la maison,
parce qu'il sait que l'enfant abandonnerait à mi-chemin si on lui donnait le chiffre. Le parent dit juste « un pas, encore un pas, c'est bien ». Et un jour, sans s'en apercevoir, l'enfant est arrivé. Voilà comment ton âme te conduit, avec une tendresse de parent dans le noir. Je voudrais te parler maintenant des temps qu'on traverse en ce moment, parce que je sais que beaucoup se sentent perdus en ce moment, et que cette vidéo arrive peut-être à un moment où tu te demandes si ton chemin existe encore, si ce que tu as construit a un sens, si l'avenir collectif te laissera la place de devenir toi. Je n'ai pas de réponse aux grandes questions, personne n'en a. Mais je sais une chose, parce que c'est documenté dans toute l'histoire humaine. Les époques difficiles ont toujours été les plus fécondes pour ceux qui ont écouté leur intuition, à travers la difficulté justement. Quand le monde extérieur devient incertain, l'âme se renforce. C'est presque mécanique. Quand les repères extérieurs vacillent, la boussole intérieure devient ta seule référence. Et cette fameuse boussole, qui était couverte par le bruit du quotidien dans les époques tranquilles, elle se met à parler plus fort, plus clairement. Elle devient ce qu'elle est censée être, le guide central, le point fixe au milieu du chaos. Marie Curie a fait ses plus grandes découvertes pendant que la Première Guerre mondiale déchirait l'Europe. Henri Bergson a écrit ses œuvres les plus profondes pendant les années 1920 et 1930, au milieu de l'effondrement des certitudes occidentales. Joseph Campbell a écrit Le héros aux 1000 visages en 1949, sortant à peine d'une guerre mondiale. Ce qui pousse ces vies, c'est pas la facilité du contexte, c'est l'écoute de leur direction intérieure, malgré le contexte. Et plus le contexte est dur, plus l'écoute devient claire. C'est un paradoxe que tu peux observer dans ta propre vie. Les meilleures décisions que tu as prises, tu les as souvent prises dans les moments les plus difficiles. C'est pas par hasard. La difficulté a un effet de loupe sur ta vraie nature. Donc, si tu te sens secoué en ce moment, accueille-le. Sans masochisme, sans faire semblant que ça ne fait pas mal, mais avec la connaissance secrète que ce qui te secoue est en train de te tailler vers ce que tu es. Tout ce qui s'écroule autour de toi en ce moment, ce sont les pièces qui n'étaient pas vraiment toi. Tout ce qui tient, c'est toi. Et ce qui tient dans la tempête, c'est exactement ce que tu es venu déposer dans cette vie. Garde cette image en toi pour les jours difficiles. La tempête ne détruit pas l'arbre qui tient bien dans la terre, elle nettoie, elle enlève tout ce qui n'était pas vraiment lui. Les feuilles mortes, les branches faibles, ce qui avait fini son temps. Et quand la tempête passe, l'arbre est là, plus dépouillé, plus vrai, plus lui-même. C'est ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais dans 10 ans, en regardant en arrière, tu verras que cette période-là, qui te semblait être la fin de quelque chose, était en réalité le début de toi. Comment tu fais alors, concrètement, pour entendre ton monarque intérieur? Je vais te donner une seule chose à observer pendant les prochains jours. Quelque chose de très simple, minuscule même. Tes hésitations. Pendant les 3 prochains jours, observe tes hésitations. Celles qui passent vite, qu'on remarque à peine. Cette demi-seconde où tu allais cliquer sur envoyer et tu t'es arrêté. Ce moment où tu allais accepter une invitation et tu as dit « Attends, je te confirme plus tard ». Cette pause minuscule avant de répondre à un message qui appelle pourtant une réponse simple. Ces micro-arrêts, on les vit plusieurs fois par jour et on les oublie. On les balaie sous l'étiquette « distraction » ou « fatigue ». Mais ces micro-arrêts sont précieux. Ils sont la trace visible de ton âme qui prend la parole. Brièvement, sans drame. Juste cette fraction de seconde où elle dit « Attends, je ne suis pas sûr ». Et notre époque rapide ne nous laisse jamais cette seconde. On clique, on répond, on accepte, on signe, on enchaîne. Et l'âme, qui demandait juste un instant pour vérifier, n'a pas eu le temps de s'exprimer. Donc pendant 3 jours, sois attentif à ces micro-arrêts. Quand l'un d'eux arrive, prends une seconde de plus, une seule. Ne décide pas tout de suite.
Demande à voix basse à toi-même « Qu'est-ce qui m'arrête là ?» et écoute la réponse, même vague, même incomplète. Tu vas découvrir que ces micro-arrêts contiennent presque toujours une information juste. Et qu'en leur donnant le temps de te livrer cette information, tu commences à recevoir les messages de ton âme tels qu'ils sont, sans les couvrir sous la précipitation. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. 3 jours d'attention aux hésitations minuscules et tu auras ouvert un canal qui était fermé. Reviens un instant à l'image du début. Cette certitude qui s'invite en toi sans prévenir, un matin, dans la rue, devant la fenêtre. Cette voix qui n'a pas de voix et qui pourtant occupe tout l'espace. Cette idée qui revient le soir, dans la douche, en t'endormant, et qui refuse calmement de te lâcher. Cette voix-là, c'est ton âme. Et elle te dit quelque chose. Parfois non, parfois oui, parfois juste attends une seconde. Mais dans tous les cas, elle parle, elle insiste. Elle attend que tu lui donnes le temps de se faire entendre. Apprends à reconnaître ta voix. Tu as juste à arrêter de couvrir cette voix sous le bruit de l'analyse, des avis extérieurs, des projections de ce qui devrait être ton chemin. Le monarque est en toi. Il sait où aller. Il connaît les arbres exacts d'une forêt qu'il n'a jamais vue. Il sait quand prendre son envol et dans quelle direction se diriger. Il sait quel vent éviter, quelle tempête contourner. Il sait. Ton seul travail, c'est de lui laisser le ciel libre. Et le ciel libre, ça veut dire arrêter de le couvrir avec 1000 raisons, arrêter de l'ignorer parce que tout le monde te dit autre chose, arrêter d'attendre une preuve que tu n'auras jamais. Tu peux faire confiance à cette retenue silencieuse qui s'installe parfois sans raison au-dessus d'une décision, à cette évidence calme qui arrive quand tu rencontres quelqu'un de juste, à cette envie soudaine de marcher dehors qui t'attrape avant les grandes décisions, à cette certitude tranquille qui s'installe sans qu'aucun argument l'ait construite. Ce sont les signaux du monarque. C'est ta direction, c'est ton chemin. Et il a toujours été là, inscrit dans ce que tu es au plus profond, attendant que tu acceptes de le suivre. Le brouillard restera devant toi. Tu ne verras jamais l'arrivée, mais sous tes pieds, le sentier est déjà tracé. Il s'éclairera, mètre par mètre, à mesure que tu marcheras. Et un jour, en te retournant, tu verras la route entière. Tu verras chaque virage. Tu verras pourquoi tu es passé par là. Et tu verras que ton âme connaissait ce chemin avant toi depuis le premier jour. Tu peux lui faire confiance maintenant. Elle ne s'est jamais trompée.